Le son que vous juste avez entendu n'était pas une célébration. C'était le pistolet de départ pour la démolition complète et totale d'une vie de milliardaire. À une table surplombant les lumières scintillantes de Manhattan, Julian Croft, un titan de l'industrie, élève une bouteille à 2000 dahors de Dom Pérignon rosé pour porter un toast à sa maîtresse. Il murmure des promesses d'un futur, une nouvelle vie, un monde construit juste pour eux. Raclement de gorge. Mais ce qu'il ne sait pas est que, à des kilomètres de là, dans le froid silence d'un bureau d'avocat, la femme portant son enfant à naître vient de poser sa plume. Avec une seule signature élégante, Elena Croft n'a pas juste déposé une demande de divorce, Elle a activé une clause cachée dans leur contrat de mariage blindé, une clause qu'il ne s'est jamais donné la peine de lire. Et en un moment dévastateur, elle a légalement saisi le contrôle de toute sa fortune. Il porte un toast à son futur, ne sachant pas que son passé l'a déjà consommé. Julian Croft ne vivait pas juste à New York. Il possédait un morceau de son âme. Sa compagnie, Croft Enterprises, avait son nom gravé sur des gratte-ciels qui griffaient les nuages. Sa résidence personnelle était un penthouse tentaculaire sur la 5e avenue, un dio de verre et d'acier avec des vues panoramiques sur Central Park qui faisait ressembler la ville à un tapis orné de bijoux étendus pour son plaisir. Les murs étaient ornés d'or qui n'était pas juste décoratif, mais athgo stratégique pour le poids intellectuel. Un bassard pour le pouvoir brut. Chaque objet dans l'espace de 10 000 pieds de carré F était un témoignage de son succès, un monument à son ego. Sa femme, Elena Vance Croft, était souvent considérée comme une autre de ses acquisitions parfaites. Elle était la fille de vieil argent, possédant une beauté classique tranquille et un diplôme en histoire de l'art de Yale qui faisait d'elle l'hôtesse parfaite. Elle pouvait discuter de la sculpture de la Renaissance avec la même grâce sans effort elle l'utilisait pour gérer un personnel de 12. Pour le monde extérieur, ils étaient le couple de pouvoir ultime, son ambition impitoyable équilibrée par son élégance raffinée. Ils étaient une caractéristique d'en vogue, un nom murmuré avec envie lors des galas de charité, l'incarnation du rêve de Manhattan. Mais à l'intérieur de la cage dorée, l'or était froide au toucher. Julian voyait Elena non comme une partenaire, mais comme une conservatrice pour sa vie. Elle gérait la maison, le calendrier social et son image publique, le tout avec une efficacité impeccable qui l'attendait simplement. Leur conversation avait il y a longtemps diminué des rêves partagés au briefing logistique. La collecte de fonds pour le Met est jeudi, Julian, elle dirait. Sa voix calme et égale tandis qu'elle ajustait un arrangement floral. J'ai confirmé notre table. Vous serez assis à côté du sénateur Thompson. Bien. Assurez-vous que mon smoking est repassé. Celui avec les revers en soie, il répondrait, ne levant pas les yeux de l'écran lumineux de sa tablette où les tickers boursiers défilaient comme une cascade numérique. Il lui parlait avec le même ton sec qu'il utilisait avec son assistant exécutif. Pendant 5 ans, Eleanor avait joué son rôle. Elle avait confondu son ambition initiale avec la passion, sa possessivité avec l'amour. Elle avait cru que sous l'armure du raider corporatif était un homme avec qui elle pouvait construire une vie. Mais l'armure était tout ce qu'il y avait. C'était un homme qui collectionnait de belles choses, voitures d'or, compagnie, une femme, et s'attendait à ce qu'elle reste impeccable et silencieuse. La solitude était une entité en soi, une invitée silencieuse constante dans leur maison caverneuse. Elle marcherait à travers les couloirs de marbre, ses pas résonnant dans le silence, et se sentirait comme un fantôme dans sa propre vie. La seule chaleur qu'elle trouvait était dans la petite véranda elle avait convertie en sa bibliothèque personnelle, un endroit rempli de livres et de plantes qui se sentait vivant dans une maison qui était autrement un musée stérile. C'était dans cette véranda un après-midi de septembre frais que tout changea. Pendant des semaines, une subtile fatigue s'était accrochée à elle. Une nausée légère mais persistante la saluait chaque matin. Elle l'a rejeté comme du stress. Mais alors qu'elle se tenait arrosant une orchidée, une vague de vertige si profond l'a envahie
qu'elle a dû agripper le dossier d'un fauteuil en velours pour se stabiliser. 2 heures plus tard, elle s'est assise sur le bord de sa froide baignoire en marbre, fixant un petit bâton en plastique dans sa main tremblante. Une croix bleue, indubitable, enceinte. Une vague d'émotions conflictuelles s'est écrasée à travers elle. Il y avait un scintillement de joie, primal et féroce, un bébé. Une vie, un morceau d'elle qui n'était pas possédé ou conservé par Julien, mais elle fut immédiatement suivie par une vague de froide appréhension. Comment pourrait-elle amener un enfant dans ce vide émotionnel? Quel genre de père Julien serait-il? Un homme qui voyait la famille comme un héritage, une dynastie, non pas une source d'amour et de chaleur. Elle décida de lui dire ce soir-là. Raclement de gorge. Elle arrangea pour que son plat préféré soit préparé par leur chef privé, des coquilles Saint-Jacques empoilées, suivi d'un faux filet maturé. Elle choisit une bouteille de son Bordeaux préféré, un Château Margaux 1998. Elle voulait que tout soit parfait, un atterrissage en douceur pour la nouvelle, elle espérait qu'il comblerait le gouffre entre eux. Il arriva à la maison tard comme d'habitude, rejetant son manteau sur mesure et le jetant à la femme de ménage sans un mot. Il entra dans la salle à manger, desserrant sa cravate. Longue journée, il grogna, s'asseyant à la tête de la longue table polie. « Je comprends, Elena dit doucement. J'espérais que nous pourrions parler. Est-ce à propos du gala? Parce que je t'ai déjà dit que je ne peux pas supporter un autre des discours décousus de ton cousin. Non, ce n'est pas à propos du gala, elle dit, ses mains jointes sur ses genoux. C'est quelque chose d'important, quelque chose de personnel. Le chef servit les coquilles Saint-Jacques. Julien picora à son son, ses yeux déjà dérivant vers le téléphone il avait placé sur la table à côté de lui. « Dis-moi juste, Elena, j'ai un appel tôt avec le bureau de Tokyo. » Prenant une profonde respiration, elle le regarda directement, son cœur battant. « Julien, je suis enceinte. » Le silence qui suivit fut lourd et absolu. Il arrêta de mâcher. Il posa lentement sa fourchette et la regarda. La regarda vraiment pour la première fois de la soirée, mais l'expression dans ses yeux n'était pas la joie ou le choc ou même la curiosité. C'était du calcul. Il se pencha en arrière dans sa chaise, un lent sourire illisible se répandant sur son visage. « Eh bien, il dit finalement, ramassant son verre de vin. C'est efficace. » Elena le regarda ahuri. « Efficace? Bien sûr. » Il continua de faire tourner le liquide rouge profond. L'air. Il sécurise les héritages Croft. Bon timing, en fait. Nous pouvons l'annoncer dans le numéro d'hiver de Vanity Fair. C'est bon pour la marque. Il prit une gorgée de vin, son regard distant, déjà planifiant le communiqué de presse. Il n'avait pas se demandé si elle allait bien. Il n'avait pas se demandé si elle était heureuse ou effrayée. Il n'avait pas tendu la main vers elle. Il avait évalué la nouvelle comme une transaction commerciale, un mouvement stratégique qui bénéficiait à son empire à ce moment-là, le regardant traiter la création de leur enfant comme une opportunité de relations publiques. Le dernier fil fragile d'espoir, Elena, s'était accroché à ce cassa. L'amour qu'elle pensait avoir pour lui, l'amour qu'elle avait essayé de raviver pendant des années, cailla en quelque chose d'autre. C'était une certitude froide et dure. Elle n'était pas sa femme. Elle était son atout. Et maintenant, elle portait son atout le plus précieux encore. La cage dorée venait de devenir une pépinière. Et elle se fait avec une clarté terrifiante qu'elle devait trouver un moyen de sortir, pas juste pour elle-même, mais pour la petite vie innocente grandissant à l'intérieur d'elle. L'affaire de Julian Croft commença, comme beaucoup ne le font pas, avec un coup de tonnerre de passion, mais avec le bourdonnement tranquille d'appréciation mutuelle pour les belles choses chères. L'objet de cette appréciation était Sarafina Monet. Elle n'était pas un mannequin fade ou une jeune stagiaire aux yeux écarquillés. Sarafina était une force de la nature à part entière. La propriétaire d'une galerie d'art minimaliste chic à Soho appelée Monet Modern. Elle était astucieuse, ambitieuse et possédait l'instinct d'un prédateur pour la faiblesse. Elle avait des yeux sombres et expressifs,
une crinière de cheveux de corbeau. Elle portait dans un style délibérément désordonné et un rire qui était bas et enfumé. Elle s'habillait d'un design européen d'avant-garde qui faisait paraître les tailleurs Chanel classiques d'Ella Nena, désuets et matronaux, où Eleanor était la grâce de la vieille argent, Sarafina était la feinte du nouvel argent. Elle ne vendait pas juste de l'art. Elle vendait un style de vie, une illusion d'être à la pointe de la culture, et les hommes comme Julian étaient son principal cléonel. Ils se sont rencontrés quand Julian cherchait à acquérir une pièce majeure par un artiste allemand montant. Sarafina géra l'acquisition. Elle n'était pas juste une marchande, elle était une connaisseuse d'hommes comme lui. Elle comprenait que pour Julian, l'art n'était pas une question d'émotion. C'était une question de conquête et d'investissement. Durant leurs rencontres initiales, elle ne flirtait jamais ouvertement. Au lieu de cela, elle engageait son intellect, son ego. Elle louait son œil averti et sa stratégie d'acquisition audacieuse. Elle parlait sa langue, la langue de la valeur, de la rareté, de posséder quelque chose que personne d'autre ne pouvait avoir. La plupart des collectionneurs ne font que décorer. Elle lui dit un après-midi dans sa galerie, un espace blanc caverneux, où une seule sculpture troublante se tenait au centre. Ils veulent quelque chose qui corresponde à leur canapé. Toi, Julien, tu construis une collection, tu façonnes le marché. Il était accroché. Voici une femme qui n'admirait pas juste sa richesse. Elle admirait l'esprit qu'il avait construit. Elle le voyait. Il croyait, comme le visionnaire qu'il se voyait être. Leurs réunions professionnelles bientôt saignèrent dans des rencontres personnelles. Une discussion sur une peinture se transformerait en un long déjeuner chez Balthazar, où sa main s'attarderait sur son bras, une seconde trop longue. Un appel tardif sur une enchère se dissoudrait en conversation intime sur leurs ambitions. Elle créa un monde pour lui qui était un antidote à la perfection stérile de sa vie avec Ella Nena. Avec Sarafina, il se sentait aventureux, rebelle. Elle l'emmènerait à des expositions d'art souterraines à Brooklyn, à des speakeasies exclusifs qu'il ne savait pas exister. Elle le fit se sentir comme s'il était toujours un chasseur, pas juste un roi assis sur son trône. L'affaire physique commença lors d'un voyage d'affaires à Art Basel à Miami. Dans l'atmosphère humide et hédonistique de la ville, loin des regards indiscrets de la société new-yorkaise, ils tombèrent au lit. Pour Julian, ce fut un relâchement, une confirmation de son pouvoir et de sa désirabilité. Pour Sarafina, ce fut la clôture d'une affaire qui était en préparation depuis des mois. Elle était la maîtresse parfaite. Elle était exigeante d'une manière qui nourrissait son ego, demandant des cadeaux coûteux, des voyages somptueux et un accès exclusif. Mais elle n'a jamais demandé la seule chose qu'il ne pouvait pas donner légitimité. Elle ne s'est jamais plainte d'être le secret. En fait, elle semblait s'en délecter. Pauvre Ella Nena, elle dirait, avec un sourire narquois, traçant la ligne de sa mâchoire tandis qu'ils étaient allongés dans une suite à l'hôtel Fena. C'est elle-même comment s'amuser ou l'organise-t-elle juste? Julian rirait, le commentaire caressant sa justification pour l'affaire. Il se disait qu'il ne détruisait pas son mariage. Il le suppléait simplement. Ella Nena était pour l'héritage, pour la stabilité, pour la marque face au public F de Julian Croft. Sarafina était pour lui. Elle était sa récompense pour les pressions de sa vie. Il la couvrait de cadeaux. Une rare montre Pac Philippe, un cabriolet vintage, une carte American Express noire sans limite liée à une société holding privée pour la garder hors de ses comptes principaux. Il était méticuleux, pensait-il, à couvrir ses traces. Il utilisait des téléphones jetables, réservait des hôtels sous des pseudonymes et faisait prendre des itinéraires compliqués à son chauffeur. Il était le maître de son univers et il croyait qu'il pouvait compartimenter sa vie avec la même efficacité impitoyable qu'il appliquait à son portefeuille d'affaires. Il n'a jamais une seule fois considéré le coût émotionnel sur Ella Nena parce qu'il avait depuis longtemps cessé de la voir comme une personne avec une riche vie intérieure. Elle était un système qui fonctionnait.
On ne s'inquiète pas des sentiments d'un système, seulement de sa fonction. Et tant que sa maison fonctionnait sans heurts et que ses apparitions publiques étaient impeccables, il supposait que le système était content. L'annonce de la grossesse d'Elena s'enregistra à peine comme une complication à son affaire. Si quelque chose, cela fit que sa compartimentation se sentit encore plus justifiée. Eleanor remplissait maintenant sa fonction principale, produire un héritier. C'était son monde. Son monde, celui où il se sentait vraiment vivant, était avec Serafina. Une semaine après qu'il eut appris qu'il serait père, il était avec Serafina dans son appartement de Soho, un espace loft qui était aussi aiguisé et élégant qu'elle. Il lui avait apporté une bouteille de champagne Crystal pour célébrer la clôture d'une affaire massive. À nous, Serafina ronronna, claquant son verre contre le sien, et à toutes les belles choses que nous allons acquérir ensemble. À nous, il répéta, ses yeux sombres de désir. Il l'attira près de lui, les lumières de la ville scintillant derrière eux. J'ai une surprise pour toi. Je t'emmène à Paris le mois prochain, une suite privée au Ritz. Ses yeux s'illuminèrent. C'était ce qu'elle voulait. Les voyages, les bijoux, la proximité au pouvoir. Elle l'embrassa profondément. Une performance calculée de passion. Et que diras-tu à la femme? Elle murmura contre ses lèvres. Un voyage d'affaires, une conférence à Genève, il dit d'un ton désinvolte. Elle ne pose pas de questions. Elle connaît sa place. Il le croyait absolument. Il croyait qu'Elena était à la maison planifiant avec contentement une pépinière, heureusement inconsciente de son autre vie. Il se voyait comme un maître marionnettiste, tirant les ficelles de ces deux mondes séparés, n'imaginant jamais qu'une de ces marionnettes était sur le point de couper ses propres ficelles et de brûler toute la scène au sol. Il était si confiant dans sa tromperie, si aveuglé par sa propre arrogance, qu'il n'a jamais vu le premier fil se défaire. Et c'était un fil qu'il avait laissé pendre lui-même une petite charge apparemment insignifiante sur un relevé de carte de crédit, une charge pour une galerie qu'il pensait que sa femme n'aurait jamais une raison de remarquer. Et Eleanor avait toujours été celle qui gérait leurs finances domestiques. C'était un rôle que Julian lui avait délégué tôt dans leur mariage, non pas parce qu'il lui faisait implicitement confiance, mais parce qu'il le considérait comme un travail administratif fastidieux en dessous de sa position. Il lui donna accès à tous leurs comptes personnels, confiant que ses sensibilités de vieil argent feraient d'elle une gestionnaire responsable, si peu inspirée de leurs dépenses domestiques. C'était une erreur de calcul colossale. Il avait confondu sa diligence tranquille avec un manque de curiosité. Le premier fil apparut un mardi soir. Julian était à Chicago pour une fusion, et Elena était dans son bureau, la mer de lumière de sa lampe de bureau. La seule illumination dans le penthouse sombre. Le bébé faisait connaître sa présence avec un doux flottement persistant, une conversation secrète entre mère et enfant. Elle révisait le relevé mensuel pour leur compte Amex Joint Principal, une tâche qu'elle effectuait avec un soin méticuleux. Elle scanna les colonnes de Figure Saks Fifth Avenue, les services du chef privé, un don à la Philharmonie, le rythme habituel de leur vie opulente. Et puis elle le vit, une charge de 75 000 $. Le fournisseur était listé comme monnaie moderne. Elena fit une pause. Elle connaissait chaque grand marchand d'or dans la ville et au-delà. Elle n'avait jamais entendu parler de celui-ci. C'était un montant significatif trop grand pour un achat occasionnel. Julian n'avait pas mentionné l'acquisition d'une nouvelle pièce. En fait, il s'était récemment plaint que le marché de l'or était surévalué. La curiosité atteignit son maximum. Elle ouvrit son ordinateur portable et tapa le nom de la galerie dans la barre de recherche. Le site web était élégant et agressif, rempli du genre d'art conceptuel abrasif Julian avait toujours professé haïr. Il l'appelait Camelot prétentieuse. Il favorisait les actifs de maîtres établis de premier ordre. C'était complètement hors de son caractère. La propriétaire de la galerie était listée comme Serafina Monet.
Une photo montrait une femme frappante aux yeux sombres et provocateurs debout à côté d'une sculpture qui ressemblait à un enchevêtrement de métal rouillé. Un sentiment de malaise, froid et aigu piqua le cœur de Lanena. C'était juste une charge. Cela pourrait être n'importe quoi. Un cadeau pour un associé d'affaires. Un investissement qu'il avait oublié de mentionner. Elle essaya de le rationaliser, de repousser le soupçon, mais c'était un fil lâche sur une tapisserie parfaite, et ses doigts ne purent s'empêcher de le tirer. Au cours des jours suivants, elle commença à regarder de plus près. Elle plongea dans des comptes qu'elle n'avait pas examinés depuis des années, des comptes subsidiaires pour ses sociétés holding privées, ceux qu'il utilisait pour des investissements discrets. Elle dut recouper les identifiants fiscaux et les codes de virement bancaire utilisant l'acuité financière que son père, un investisseur averti lui-même, avait insisté qu'elle apprenne. Ce qu'elle trouva était un schéma. Il n'y avait pas juste une charge. Il y en avait des dizaines s'étendant sur plus d'un an. Des virements mensuels vers un compte privé, tous catégorisés sous des étiquettes vagues comme honoraires de consultation ou services d'acquisition. Il y avait des charges de bijoutier haut de gamme. Elle n'avait jamais fait de courses à des réservations d'hôtels, dans des villes où il n'avait pas de réunion d'affaires, des billets d'avion programmés pour deux qui n'étaient jamais pour elle. Et tout cela semblait orbiter autour d'un nom, Sarafina Monet. Une charge pour un arrangement floral livré à l'adresse de la galerie, un paiement à un service de voiture de luxe qui listait la galerie comme une destination fréquente. La preuve s'accumulait chaque découverte, une petite coupure nette, mais tout était circonstanciel. Les données financières pouvaient être expliquées. Julian était un maître de la dénégation plausible. Elle savait qu'elle avait besoin de quelque chose d'irréfutable. Elle avait besoin de le voir. La décision d'engager un détective privé se sentit comme une trahison de la femme qu'elle était. La femme qui croyait dans la vie privée et la confiance. Mais cette femme était partie, remplacée par quelqu'un de froid et aux yeux clairs. Elle trouva une firme discrète dirigée par un ancien détective du NYPD nommé Robert Costello, un homme avec une réputation d'être minutieux et invisible. Elle le rencontra dans un café quelconque de West Village, un monde loin de sa vie de la 5e avenue. Elle était habillée simplement, portant des lunettes de soleil et un simple trench coat. Madame Croft Costello dit son savoir un grave bas. Il ne semblait pas l'impressionner par son nom. « Que puis-je faire pour vous? J'ai besoin que vous suiviez mon mari. » Elle dit, sa propre voix stable se surprenant par son manque de tremblement. « J'ai besoin de savoir où il va et qui il voit. » Elle lui tendit un dossier contenant l'emploi du temps de Julian pour les 2 prochaines semaines. Une semaine plus tard, une simple enveloppe manille arriva par coursier. Et Lanena la porta dans sa véranda, le seul endroit qui se sentait comme le sien, et s'assit, ses mains tremblantes. À l'intérieur se trouvait une douzaine de photographies glacées 8x10. Les premières furent de Julian entrant dans la galerie de Soho, puis des photos de lui et Sarafina Monet riant lors d'un déjeuner dans un café en plein air, sa main sur la sienne, leurs têtes proches l'une de l'autre dans une intimité partagée. Une autre les montrait quittant un hôtel non pas à Miami ou Chicago, mais l'hôtel Greenwich, à moins de 8 miles de leur propre maison. Et puis la dernière photographie, celle qui brisa tout. Elle fut prise de nuit à travers la grande fenêtre de l'appartement loft de Sarafina. Julian se tenait derrière elle, ses bras enroulés autour de sa taille. Il l'embrassait dans le cou, ses yeux fermés. Sarafina s'appuyait en arrière contre lui, un il triomphant et possessif sur son visage tandis qu'elle regardait son reflet et par extension l'objectif de l'appareil photo dans la vitre. C'était un portrait de trahison, brut et indéniable. Lanena laissa la photo glisser de ses doigts et se disperser sur le sol. Elle ne pleura pas. La douleur était trop profonde, trop vaste pour les larmes. C'était un abîme creux, résonnant qui s'ouvrit en elle. Chaque souvenir partagé, chaque anniversaire, chaque moment plein d'espoir de leurs 5 ans de mariage fut instantanément recontextualisé comme un mensonge.
Son impatience, son dédain, sa distance émotionnelle. Tout faisait sens maintenant. Il n'avait pas été occupé. Il avait été à banc. Il vivait une vie qu'il préférait, une vie qu'il avait payée, avec leur argent partagé et sa confiance volée. Elle s'assit là longtemps, le silence du penthouse pesant sur elle. Sa main alla instinctivement à son estomac, au doux flottement qui était maintenant une présence stable et rassurante. Elle avait été si naïve. Elle avait pensé que cet enfant pourrait être la colle qui pourrait réparer les fissures dans leur mariage. Maintenant, elle voyait la vérité. Cet enfant n'était pas un pont vers lui. Raclement de gorge. Cet enfant était son ancre, sa raison de s'échapper. Le sentiment de vide commença à reculer et à sa place quelque chose de nouveau commença à grandir. Ce n'était pas de la tristesse. Ce n'était pas du désespoir. C'était une rage dure, comme le diamant brûlant lentement. Il avait appelé la nouvelle de leur enfant efficace. Il avait réduit le moment le plus profond de sa vie à une ligne sur le bilan de son héritage. Il s'était tenu dans cette même maison sous ce toit et lui avait menti jour après jour tout en dépensant leur fortune sur sa vie secrète. Elle se leva et marcha vers les photographies éparpillées. Elle ramassa la dernière, l'image de Julien et Sarafina dans leur étreinte. Elle regarda son visage, perdu dans son plaisir égoïste, et le sien suffisant de victoire. Ils pensaient tous deux avoir gagné. Raclement de gorge. Ils pensaient qu'elle était une folle, une femme décorative, inconsciente. Ils l'avaient sous-estimée. Tout le monde l'avait toujours sous-estimée. Cela était sur le point de devenir l'erreur la plus coûteuse que Julian Croft ait jamais faite. Le chagrin de l'Elanena était un creuset. Il brûla les parties douces et indulgentes d'elle et forgea ce qui restait en quelque chose d'aiguisé et d'incassable. Le lendemain matin, elle ne confronta pas Julien. Il n'y aurait pas d'accusation en larmes, pas de match hurlant. C'était le drame qu'il s'attendrait, une scène qu'il pourrait gérer, manipuler et finalement rejeter. Elle avait fini de jouer des scènes dans sa pièce. Elle allait écrire sa propre fin. Son premier appel ne fut pas à un avocat de divorce. C'était à Marcus Thorne. Marcus était une légende dans certains cercles du droit de New York. Un nom murmuré avec un mélange de peur et de révérence. Il n'était pas un avocat en droit de la famille qui se spécialisait dans les séparations amiables. Il était un requin, un spécialiste en litiges financiers médico-légaux et l'armement de contrats corporatifs complexes. Il avait un dédain particulier pour la marque de Titan arrogant de nouvel argent comme Julian Croft, ayant été lui-même ruiné par l'un d'eux au début de sa carrière. Il avait depuis dédié sa vie à les démanteler avec une précision chirurgicale. Ils se sont rencontrés dans son bureau, un espace qui était l'antithèse du monde de Julian. C'était vieux lambrissé de bois sombre et sentait les livres reliés en cuir et le pouvoir tranquille. Marcus Thorne était un homme dans la fin de ses 50 ans, avec des yeux gris perçants et une immobilité troublante. Il écouta sans interruption tandis qu'Helena exposait son histoire, sa voix un monotone bas et régulier. Elle conclut en plaçant l'enveloppe manille de photographie sur son bureau poli. Il jeta un coup d'œil à la photo du dessus, celle de l'étreinte, et poussa l'enveloppe de côté. Il n'avait pas besoin de voir le reste. L'infidélité est prévisible, Madame Croft. Il dit, sa voix sèche. En soi, c'est une position de négociation faible dans cet état. Le dommage émotionnel est immense, mais le levier financier est minimal. Qu'avez-vous d'autre? C'était le moment. Elena fouilla dans son sac et en retira un épais document relié. Notre accord prénuptial, elle dit, le posant sur le bureau. Marcus se pencha en avant, son intérêt enfin piqué. Il ouvrit le document, ses yeux vifs scannant les pages denses. Les avocats de Julian, une équipe d'avocats d'affaires agressifs, l'avaient rédigé. C'était en surface une forteresse blindée conçue pour protéger la vaste fortune de Julian, qui était estimée à un peu plus de 2 milliards de dollars. Il stipulait qu'en cas de divorce, Elena recevrait un paiement unique de 10 millions de dollars,
une misère conçue pour acheter son silence et une sortie rapide. Marcus le lut, son expression sombre. C'est brutal, Madame Croft. C'est conçu pour vous laisser avec presque rien. Continuez à lire, Elalina dit calmement. Page 47, article 12. Marcus tourna à la page. Ses yeux se plissèrent tandis qu'il lisait les griffes, et puis il le lut à nouveau. Un lent sourire de loup se répandit sur son visage. Il leva les yeux vers Elalina, la voyant pour la première fois, non pas comme une victime, mais comme un prédateur camarade. « Mon Dieu », il murmura, « la clause d'héritage. » C'était un morceau de langage standardisé. Les propres avocats de Julian avaient insisté sur une addition standard pour les patriarches bâtisseurs de dynastie. Julian, obsédé par son propre héritage, avait voulu assurer l'intégrité morale et financière de la lignée Croft. Raclement de gorge, article 12. La clause de fidélité et de descendance familiale stipulait que les termes primaires de l'accord prénuptial seraient rendus nuls sous un ensemble spécifique de circonstances. Si le mariage produisait un héritier légitime, et si Julian Croft était trouvé avoir engagé une infidélité conjugale qui menaçait la stabilité de l'unité familiale pendant la période de gestation du dit héritier, alors une mesure extraordinaire serait déclenchée pour protéger le droit de naissance de l'héritier des conséquences de l'instabilité morale du père. Intérêt de contrôle dans le trust familial Croft. L'entité qui détenait la majorité de ses actions dans Croft Enterprises, son portefeuille immobilier et ses actifs liquides seraient temporairement transférés à la mère pour être détenus en gérance jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de 25 ans. C'était conçu pour protéger une dynastie d'un père coureur qui pourrait dilapider la fortune familiale sur des maîtresses ou des enfants illégitimes. Julian l'avait signé avec un parafé arrogant, si confiant en sa propre infaillibilité et sa capacité à tromper qu'il l'avait vu comme un témoignage de sa propre vertu patriarcale. Il n'a jamais imaginé que cela pourrait être utilisé contre lui. Il le voyait comme un bouclier pour son héritier. Il n'a jamais vu qu'Eleanor serait celle qui le manierait comme une épée. Il l'a signé. Eleanor dit sa voix comme de la glace. Il en était si fier. Il l'a appelé assurer le futur. Ceci n'est pas juste un dépôt de divorce, Madame Croft. Marcus dit, son esprit en course, le frisson de la chasse dans ses yeux. Ceci est une prise de contrôle d'entreprise. Un coup d'État. C'est beau. Pendant les 4 prochaines semaines, ils travaillèrent dans le secret absolu. Marcus assembla une équipe fantôme de comptables légistes et de spécialistes bancaires. Ils opéraient depuis un bureau sécurisé et non marqué dans un quartier différent. Leur mission était de cartographier l'empire financier entier de Julian, chaque société écran, chaque compte offshore, chaque actif caché. Ils trouvèrent la société holding utilisée pour financer son affaire, celle liée à l'Amex Noir. Ils tracèrent les virements bancaires à Serafina Money. Ils construisirent une montagne impénétrable de preuves liant son infidélité directement à ses actifs financiers, satisfaisant parfaitement les exigences de la clause. Pendant qu'ils travaillaient, Eleanor joua le rôle le plus difficile de sa vie. Elle était la mère enceinte rayonnante parfaite. Elle discuta des couleurs de crèche avec Julian, feignit de l'intérêt pour ses histoires fastidieuses sur les réunions de conseil et l'accompagna à un dîner de charité, souriant placidement pour les caméras, sa main reposant sur son abdomen doucement gonflé. C'était une performance magistrale. Plus elle s'approchait de la date, plus elle apparaissait sereine. Son calme inquiétait Julian, bien qu'il ne puisse dire pourquoi. Il prit sa tranquille résolution pour du contentement. Le plan était une symphonie de manœuvres légales et financières chronométrées à la minute. Il ne pouvait pas juste déposer une motion. Le moment où Julian serait alerté, il déplacerait ses actifs, les cacherait dans une toile de comptes internationaux, si dense qu'il passerait des années à litiger. Le transfert de contrôle devait être instantané et absolu. Marcus Thorne prépara une série de documents. Ce n'étaient pas des papiers de divorce.
Ils étaient encadrés comme une mise à jour standard au Trust familial Croft, quelque chose qu'un père responsable ferait pour rationaliser son patrimoine pour son enfant à venir. Il y avait des dizaines de pages de jargon juridique dense, mais enfouis profondément, en eux se trouvaient les documents déclencheurs, l'exécution des pouvoirs accordés par l'article 12, le transfert irrévocable des droits de vote pour ses actions et la nomination légale de l'Elanena comme seul fiduciaire. Il ne le lira jamais, et l'Elanena déclara non pas comme une question, mais comme un fait. Les hommes comme lui ne le font jamais. Marcus fut d'accord. Ils voient une pile de papiers de leurs propres avocats, et tout ce qu'ils voient est leur propre pouvoir qui leur est renvoyé. Ils saignent parce qu'ils croient qu'ils sont intouchables. La date fut fixée un jeudi, le jour de la collecte de fonds de Met dont il était si agacé. Elle et la nena savaient qu'il serait distrait son esprit sur les platitudes ennuyeuses de la soirée, et sans doute sur les plans qu'il avait avec Sarafina pour plus tard. La veille, la nena alla à son rendez-vous d'obstétricien. Elle était allongée dans la pièce assombrie, le gel frais sur son estomac, et regarda l'image granuleuse en noir et blanc sur l'écran. Une toute petite colonne vertébrale parfaite. En avant, le battement frénétique et puissant d'un tout petit cœur. Des larmes coulaient sur son visage, les premières larmes qu'elle avait versées en un mois. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse ou de colère. C'étaient des larmes d'amour protecteur féroce. « Je fais cela pour toi », elle murmura à l'image sur l'écran. « Tu ne seras jamais juste un atout. Tu seras en sécurité. Tu seras libre. » Elle n'échappait plus juste. Elle construisait une forteresse pour son enfant. Le jour de la signature fut un chef-d'œuvre de banalité orchestrée. Le temps était d'un bleu placide et indifférent, le genre de journée d'automne à New York qui se sent pleine de promesses. Pour Julian Croft, la promesse était d'une soirée qui commencerait par une apparition fastidieuse mais nécessaire au Met Gala et finirait dans les bras de Sarafina Monae. Pour elle et la nena, c'était la promesse de la libération. Elle se réveilla tôt, un bourdonnement tranquille d'énergie sous son extérieur calme. Elle choisit sa tenue avec un soin délibéré, une robe en cachemire simple mais élégante couleur crème. C'était maternel modeste et absolument non menaçant. C'était le costume pour le dernier acte de sa performance comme la belle Madame Croft. Julian était, comme prédit, de mauvaise humeur. Il se tenait devant son placard, une vaste pièce lambrissée de bois plus grande que la plupart des appartements de New York, froncillant les sourcils à sa collection de smoking. « Je déteste ces événements », il grommela, en sortant un. Tous ces paons languissants et cette conversation rassie, ce sont 4 heures que je ne récupérerai jamais. C'est important pour la marque, Julian Elanena dit doucement en entrant. Et tu as l'air si beau quand tu es là. Elle ajusta le nœud de la cravate qu'il n'avait pas encore mis un petit geste Willy qui sembla apaiser son ego. Je suppose, il concéda. Assurez-vous juste que nous partions au moment où c'est acceptable. J'ai un matin tôt. C'était son mensonge standard pour une nuit avec Sarafina. Bien sûr, chérie, elle répondit, son sourire ne faiblissant jamais. Plus tard cet après-midi-là, à précisément 3 p.m., Eleanor entra dans le bureau à domicile de Julien. C'était son sanctuaire, une pièce de cuir sombre chrome poli et un bureau imposant singulier qui ressemblait à une dalle de marbre noir. Il était en conférence téléphonique, arpentant et aboyant des ordres. Il lui fit signe d'attendre, levant un doigt, ennuyé par l'interruption. Eleanor s'assit dans l'une des chaises des visiteurs, son porte-documents en cuir serré sur ses genoux. Elle attendit patiemment pendant 10 minutes, projetant une aura de quelqu'un n'ayant rien de plus important à faire que d'attendre la commodité de son mari. À l'intérieur de son cœur, martelant contre ses côtes, un oiseau frénétique battant contre la cage de sa poitrine. C'était le moment le plus critique. S'il reculait, s'il décidait de lire, si même un scintillement de suspicion traversait son esprit, le plan entier s'effondrerait. Finalement, il claqua le téléphone. «
Qu'est-ce que c'est, Elena? Je suis submergée. Je suis tellement désolé de te déranger, chérie. Elle commença sa voix douce et apologétique. C'est juste, les avocats ont envoyé ceux-ci. Ils ont dit que tu devais les signer avant la fin de la journée. Elle ouvrit son porte-documents et posa l'épaisse pile de documents sur son bureau. Au-dessus se trouvait une lettre d'accompagnement du partenaire principal de son propre cabinet d'avocats de confiance, un homme que Julien avait sous contrat à plusieurs millions de dollars. Marcus Thorne avait brillamment anticipé cela, convainquant un associé junior et profondément endetté du cabinet à générer l'entête et un résumé standardisé. Le résumé décrivait les documents comme le Trust Provisoire Croft Air, une mise à jour pour sauvegarder les actifs pour votre enfant à naître. Julien jeta un coup d'œil à la lettre d'accompagnement, ses yeux scannant le logo familier. Il grogna en signe de reconnaissance. D'accord, la mise à jour du Trust? C'est le chat assistant. J'avais oublié. Il ramassa la pile, la pesant dans sa main, son expression une d'extrême impatience. Il n'avait clairement aucune intention de le lire. Ce sont juste des formalités pour la plupart, Eleanor dit, gardant son ton léger et décontracté. Procédure standard pour établir l'héritage du bébé, mais ils ont marqué les pages que vous devez signer. Elle avait, avec l'instruction de Marcus, placé des autocollants jaunes vifs, signés ici, sur les lignes de signature appropriées, le rendant aussi facile et insouciant que possible. Elle le traitait comme une célébrité occupée signant des autographes, pas un milliardaire signant son empire. Il feuilleta les pages, ses yeux se vitrifiant au bloc de texte dense. Il vit Trust Actifs légaux horaires annexes. Cela ressemblait exactement à tout autre document d'entreprise fastidieux, il signait une douzaine de fois par semaine. Son esprit était déjà ailleurs sur le discours qu'il devait éviter au gala, sur la réservation qu'il avait faite dans un club privé pour lui et Sarafina à 23 heures. Raclement de gorge. Il tendit la main vers son stylo, un lourd Mont Blanc personnalisé. Bien, bien. Où est-ce que je signe? Elisa se leva et se pencha au-dessus du bureau, son parfum une subtile lavande familière emplissant l'air. Elle pointa un doigt parfaitement manucuré sur le premier onglet jaune. Ici et ici. Il signa la première page sa signature, un coup d'encre net et arrogant. Elle tourna la page pour lui. Et ici, il signa à nouveau. À chaque coup de plume, un nouveau fil dans sa vaste toile financière fut coupé de lui et reconnecté à elle. Les droits de vote de sa participation majoritaire dans Croft Enterprises. Les titres de propriété de leur propriété dans les Hamptons Aspen et St. Bart's. Les codes de contrôle pour ses comptes d'investissement primaires. Tandis qu'il signait la dernière page, celle qui mettait en œuvre le pouvoir de l'article 12 et rendait tous les autres transferts légalement contraignants et irrévocables, Elena sentit un sentiment de vertige profond et étourdissant. C'était fait. Le piège avait été tendu. Il était toujours le roi, mais il était assis sur un trône qui ne lui appartenait plus. Il repoussa la pile de papier à travers le bureau vers elle. Voilà, tout est prêt. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai besoin de me préparer pour cette horrible fête. Il se leva déjà, rejetant le moment les papiers et elle de son esprit. Il était complètement inconscient qu'il venait d'exécuter sa propre perte financière. « Merci, Julien. » Elena dit, sa voix impossibly sereine. Elle ramassa les documents, l'encre encore humide sur sa signature, et les plaça soigneusement dans son porte-documents. Je ferai envoyer ceux-ci par le coursier aux avocats immédiatement. Vous allez vous préparer. Je vous verrai en bas dans 1 heure. Il hocha la tête et sortit de la pièce sans un regard en arrière. Elena se tint seule dans son bureau, le porte-document serré contre sa poitrine. Elle regarda autour de la pièce au symbole de son pouvoir, les trophées de ses conquêtes. Ils étaient siens maintenant. Elle marcha vers la fenêtre du sol au plafond et regarda la ville s'étendant en bas. Ce n'était plus son royaume dans lequel elle était prisonnière. C'était son domaine, non pas avec la force brute, mais avec l'intelligence tranquille et sous-estimée d'une femme qu'il n'avait jamais pris la peine de vraiment voir.
Un changement silencieux et sismique venait de se produire, et la seule personne au monde qui savait était celle qui l'avait le plus lésée. L'air dans le restaurant était épais avec l'odeur de l'argent et de l'ambition. Julian avait choisi Oreo, un temple de la cuisine américaine moderne dans le quartier des théâtres, pour son rendez-vous avec Serafina. C'était un endroit pour célébrer les victoires, une pièce où des affaires de billionnaires chuchotées étaient scellées sur des assiettes de nourriture méticuleusement conçues. Il avait échappé au Met Gala au moment le plus tôt possible, laissant Elena faire ses excuses, plaidant une migraine soudaine. Le mensonge avait glissé de sa langue avec une facilité habituée. Il s'assit en face de Serafina dans une banquette moelleuse et isolée, les lumières de la ville un arrière-plan éblouissant. Elle portait une robe rouge sang qui s'accrochait à elle comme une seconde peau, un contraste frappant avec la mer d'élégance tamisée. Elle savait quelle la nena porterait. « Je déteste que j'ai dû te voir avec elle ce soir. » Serafina fit la moue, faisant tourner un cabernet rouge rubis dans son verre, même de l'autre côté de la pièce, se tenant là toute maternelle et suffisante. « C'est juste pour le spectacle, tu sais, » que Julian dit, tendant la main à travers la table pour prendre sa main. Son toucher était propriétaire rassurant un mal nécessaire. Mais le spectacle est presque fini. C'était le mensonge qu'il lui avait raconté pendant des mois, la carotte qu'il suspendait pour assurer sa conformité, la promesse d'un futur où elle et la nena étaient une note de bas de page. « Est-ce, Julian? » elle demanda, ses yeux sombres cherchant les siens. Parce que ce ventre à elle devient plutôt proéminent, qu'il dit se penchant et baissant sa voix, est une complication, mais c'est aussi une opportunité. Cela change la chronologie, mais le résultat est le même. Toi et moi. Pour ponctuer sa promesse, il fit signe au sommelier. « Apportez-nous le Dom Perignon Rose 2008. » Il ordonna, ne jetant même pas un coup d'œil à la carte des vins. C'était un geste de richesse immense et décontracté. À cet exact moment, 21h53, à des kilomètres du centre-ville dans le bureau lambrissé de bois de Marcus Thorne, elle et la nena étaient assises à une grande table de conférence. Les documents signés gisaient devant elle, maintenant scannés et numérisés. Marcus était sur une ligne sécurisée avec un responsable de la conformité senior dans une banque privée en Suisse. Deux comptables légistes étaient penchés sur leurs ordinateurs portables, prêts à exécuter une série complexe de virements bancaires. « Les codes d'autorisation sont authentifiés, » Marcus dit, hochant la tête à Elena Nena. « Nous avons le feu vert. Nous entrons en direct à mon signal. » Elena Nena prit une profonde respiration stabilisante. Sa main, raclement de gorge, reposait sur son estomac. C'était ça le point de non-retour. « Signal », elle dit, sa voix claire et forte. De retour à Auriol, le sommelier arriva avec le champagne. La bouteille, un rose pâle et chatoyant, fut présentée à Julian pour son approbation. Il hocha la tête sèchement, et le bouchon fut retiré en douceur avec un soupir doux et coûteux. Alors que les premières gouttes de champagne rosé éclaboussaient de la flûte de cristal de Serafina, une équipe de spécialistes IT, contractée par Marcus, exécuta une commande numérique. Les identifiants biométriques et de mots de passe de Julian Croft pour les serveurs de Croft Enterprises furent instantanément révoqués. Les clés numériques de son propre royaume étaient maintenant invalides. Le sommelier se déplaça vers le verre de Julian. Alors que le champagne le remplissait, une seconde commande fut exécutée. Le transfert irrévocable du contrôle de vote de ses actions majoritaires autorisées par sa propre signature fut déposé électroniquement auprès du conseil d'administration de la société et de la SEC. Sur le papier, il était toujours le PDG. En réalité, il était un homme de paille qui pouvait être retiré à tout moment par le nouvel actionnaire majoritaire, sa femme. Julian leva son verre. Le champagne pétillait les petites bulles attrapant la lumière. Il regarda Serafina, une femme qu'il voyait comme son futur vibrant et excitant. Un toast, il dit, sa voix résonnante d'autosatisfaction. Au nouveau commencement, à un futur libre d'obligations fastidieuses, à nous,
Alors que leurs verres cliquetaient une note haute et claire dans le murmure du restaurant, la série finale de transferts commença. Actifs liquides, des centaines de millions de dollars en espèces, actions et obligations, furent déplacés des comptes contrôlés par Julian dans de nouveaux comptes de trust contrôlés uniquement par Ella Lanina. Les titres de propriété des propriétés furent légalement transférés. Les lignes de crédit qu'il utilisait pour financer son style de vie somptueux, incluant l'Amex noir dans le portefeuille de Serafina, furent gelées en attendant la révision par le nouveau contrôleur de compte. Il prit une longue gorgée satisfaisante du champagne. C'était complexe et croquant avec des notes de fraises et de fumée. Cela goûtait pour lui comme la victoire. Il était un maître de l'univers, célébrant une autre manipulation réussie, une autre dualité parfaitement gérée. Il portait un toast à sa propre brillance, son pouvoir, sa capacité à avoir tout ce qu'il voulait. Il n'avait aucune idée qu'il buvait à sa propre ruine. Il célébrait à sa propre veillée funèbre et ne savait même pas qu'il était le cadavre, tandis qu'il savourait le goût du vin cher et la compagnie de sa maîtresse. L'empire qu'il avait bâti, la fortune qui le définissait, était systématiquement et légalement démantelée en complet silence. La structure entière de sa vie avait été démolie et il était assis dans les décombres, admirant la vue, complètement inconscient du fait que rien de ce qu'il regardait ne lui appartenait plus. Le toast était un parfait monument final à sa propre arrogance spectaculaire. Le premier tremblement du monde effondré de Julien vint non pas comme un rugissement, mais comme un murmure d'embarras numérique. Après le dîner somptueux, après plus de champagne et de promesses murmurées, il tendit la main vers son portefeuille pour payer l'addition. Il tendait au serveur sa carte centurion personnelle, la légendaire carte noire qui était son symbole ultime de pouvoir illimité. Quelques instants plus tard, le serveur revint son expression, un masque prudent d'excuses professionnelles. « Je suis très désolé, Monsieur Croft. La carte a été refusée. » Julien le fixa. « C'est impossible. Passez-la à nouveau. Nous l'avons fait, monsieur, 3 fois. Peut-être y a-t-il une autre carte que vous aimeriez utiliser. » Une rougeur d'irritation remonta le cou de Julien. Il sortit une Visa platine d'une autre banque. « Essayez celle-ci. » Le serveur revint à nouveau, son visage encore plus douloureux. « Mes excuses, monsieur. Celle-ci aussi. » Sarafina regarda son sourire se resserrer. Le glamour de la soirée s'évaporait sous la lumière fluorescente dure d'un problème financier. Julian, agité et furieux, sortit son téléphone pour appeler la ligne de conciergerie privée de la banque. Il fut mis en attente. Le maître triomphant de l'univers écoutait maintenant de la petite musique d'attente comme tout autre mortel. Finalement, un agent junior à la voix nerveuse vint sur la ligne. « Monsieur Croft, oui, je vois le problème. Il semble y avoir une retenue sur tous vos comptes personnels. Une directive a été émise par le fiduciaire principal. Je suis le fiduciaire principal. » Julien siffla dans le téléphone. Raclement de gorge. « Nos registres montrent un changement de statut de fiduciaire effectif à partir de 21h53 ce soir, monsieur. Le nouveau fiduciaire principal est listé comme Eleanor Vance Croft. » Le nom le frappa comme un coup physique. Cela n'avait aucun sens. C'était une erreur administrative. Il termina l'appel, jeta suffisamment d'argent liquide sur la table pour couvrir l'addition, une des rares fois où il avait porté autant, et sortit en trombe du restaurant, Sarafina traînant derrière lui, son expression maintenant une dévaluation froide. « De quoi s'agissait-il, Julian? » Elle demanda tandis qu'il se tenait sur le trottoir, l'air de la ville soudainement frisqué. « Ce n'est rien. Une erreur bancaire, » il claqua, essayant d'accéder à son compte d'entreprise Croft Enterprises sur son téléphone pour appeler son chauffeur. Accès refusé. Il essaya à nouveau, identifiant invalide. La panique et l'émotion qu'il n'avait pas ressentie depuis qu'il était un jeune homme, se frayant un chemin, commença à se faufiler dans ses entrailles. Il hélait un taxi jaune commun, une humiliation en soi. Durant le trajet tendu et silencieux vers la 5e avenue, il essaya frénétiquement d'appeler son directeur financier,
son avocat, n'importe qui. Tous ces appels allèrent directement à la messagerie vocale. C'était comme s'il avait été numériquement excommuniqué de sa propre vie. Quand le taxi s'arrêta devant son immeuble, le coup dévastateur final atterrit. Il marcha vers la grande entrée, mais le portier, un homme qu'il avait salué par son nom pendant des années, s'avança pour bloquer son chemin. Son visage une image de misère. « Je suis désolé, Monsieur Croft. Je ne peux pas vous laisser monter. De quoi diable parlez-vous, Michael? J'habite ici. Mes instructions sont claires, monsieur. De la nouvelle locataire principale, Madame Croft, vous n'êtes plus listé comme résident. » C'était ça. Le moment où le brouillard du déni fut balayé par la lumière brutale de la réalité. Ce n'était pas une erreur, c'était une attaque. C'était un coup. Sarafina, qui avait regardé tout cela se dérouler, fit un lent pas en arrière. L'homme auquel elle s'était attachée, le titan de l'industrie, la source de ressources illimitées, était en train d'être enfermé hors de sa propre maison. Son pouvoir avait disparu. Elle le voyait non comme un amant, mais comme une action qui venait de s'effondrer à zéro. « Julian, elle dit, sa voix dépourvue de toute chaleur. Je pense que je devrais y aller. » Elle n'attendit pas de réponse. Elle se retourna, héla un autre taxi et disparut dans la nuit de New York, emportant ses illusions d'un futur partagé avec elle. Julian fut laissé seul sur le trottoir. Les lumières de la ville qui semblaient autrefois le célébrer maintenant moquant son impuissance. Humilié et enragé, il reçut finalement un message texte. C'était d'un numéro qu'il ne reconnaissait pas. « Vos affaires ont été emballées et envoyées à une unité de stockage dans le Queens. L'adresse vous sera transmise. Voici le numéro pour un hôtel que j'ai réservé pour vous pour la semaine prochaine. Après cela, vous êtes seul. Une lettre vous attend avec le concierge. » Il trébucha dans le hall où le concierge lui tendit silencieusement une épaisse enveloppe de couleur crème portant l'élégant monogramme VC. Il le déchira. Insérée dans l'écriture bouclée parfaite d'Elela Nena était une lettre de plusieurs pages. Elle n'était pas émotionnelle ou en colère. C'était un résumé calme, détaillé et dévastateur de sa ruine. Elle décrivait son infidélité, référençant des dates et des lieux du rapport du détective privé. Elle expliquait en termes clairs et simples la fonction de l'article 12 de leur accord prénuptial, la clause qu'il n'avait jamais pris la peine de lire. Elle l'informa qu'elle avait assumé le plein contrôle du Trust familial Croft et par extension la compagnie et tous leurs actifs pour protéger le droit de naissance de leur enfant à naître d'un père au jugement compromis. La lettre se terminait par un dernier paragraphe écrasant l'âme. « Tu m'as une fois dit que ma grossesse était efficace et bonne pour la marque. Tu avais raison. Elle s'est avérée être la transaction commerciale la plus efficace de ma vie. Tu voyais notre enfant comme un héritier de ton empire. Au lieu de cela, cet enfant est devenu l'instrument de ma libération et de ta chute. Tu m'as sous-estimé, Julian. Tu me voyais comme un autre bel objet que tu possédais. Tu trouveras que de toutes tes acquisitions, j'étais la seule qui avait un esprit propre. N'essaie pas de me contacter. Toute correspondance future passera par nos avocats, ou plutôt mes avocats, et quiconque tu peux te permettre d'engager. » Il froissa la lettre dans son poing, son corps tremblant d'une rage si profonde elle le laissa sans souffle. Il avait été absolument complètement et parfaitement vaincu. Il avait été démantelé non pas par un rival corporatif ou un crack boursier, mais par la femme tranquille et modeste il avait relégué à l'arrière-plan de sa vie. Elle avait utilisé sa propre arrogance, ses propres documents légaux et son propre enfant contre lui dans une manœuvre si brillante et impitoyable, c'était quelque chose qu'il aurait admiré chez un ennemi. Raclement de gorge. Il leva les yeux à travers les portes vitrées du hall vers le penthouse où les lumières étaient allumées. Il pouvait presque l'imaginer debout là, une main sur son estomac, le regardant en bas. Elela Vance Croft, la conservatrice de sa vie, venait de conserver sa destruction spectaculaire. Il ne lui restait rien sauf les vêtements coûteux sur son dos et le goût amer du champagne dans sa bouche. Il avait porté un toast à son futur, ne réalisant jamais qu'il était déjà un fantôme du passé.
Et ainsi le monde de Julian Croft se termina non pas avec un bang, mais avec une signature tranquille et le pop d'un bouchon de champagne. C'est un rappel glaçant que les plus grandes menaces viennent souvent non pas de nos ennemis déclarés, mais des personnes que nous sous-estimons le plus. L'histoire de la Nena est une de force incroyable, une transformation d'une partenaire silencieuse en l'architecte de sa propre justice. Cela nous laisse avec une question puissante. Est-ce une histoire de vengeance au cœur froid ou est-ce une histoire de préservation de soi radicale? Le coup de la Nena était-il une leçon magistrale de karma ou un conte d'avertissement sur le pouvoir dévastateur des secrets? Julian perdit une fortune. Mais à la fin, ce qu'il a vraiment perdu était le respect et l'amour d'une femme qui valait plus que son empire entier. Que pensez-vous? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez trouvé cette histoire de trahison et de brillante vengeance aussi captivante que nous, veuillez donner à cette vidéo un pouce en l'air, partagez-la avec quelqu'un qui aime une histoire de karma épique et assurez-vous de vous abonner à notre chaîne et de frapper cette cloche de notification. Vous ne voudrez pas manquer le prochain drame de la vie réelle que nous